Bonjour à tous, donc troisième épisode des Cathares, sans malédiction technique j'espère cette fois-ci. Donc on va tout de suite aller donc, au roman. Hein. Je vous rappelle bien sûr que tout ça est basé sur des lectures... enfin, je ne sais pas si Jean Daillon s'est basé sur ces lectures-là, mais c'est probable, je pense. Hein. Il doit connaître Montaillou, village occitan, bien évidemment, et très certainement aussi l'Inquisition à Pamiers. Hein. Ensuite, il doit connaître ses revues avec le catharisme, les papes d'Avignon, l'épopée cathare, hein, donc, de Michel Roquebert. Enfin, tous ces ouvrages, enfin il y en a d'autres, hein, sont les bases hein, pour créer des romans d'aventure situés à cette époque. Donc on va commencer par des lectures sur Montségur 1201 de Jean Daillon. Hein, donc dans la saga Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. Donc Montségur 1201. Le château de Saverdun fait l'objet d'une querelle entre le comte de Toulouse et le comte de Foix. Pour initier un accord, ce dernier envoie sa sœur Esclarmonde négocier avec Toulouse. La rencontre a lieu lors des fêtes de Pâques de l'an de grâce 1201. Durant les festivités, les événements tragiques se succèdent, entraînant Guilhem d'Ussel dans une incroyable conspiration où des destins que tout oppose vont s'affronter. Que cherche l'inquiétant comte Dracula, ambassadeur de Transylvanie que convoitent les moines de Cîteaux dans leur chasse contre les hérétiques cathares? Guilhem parviendra-t-il à sauver la femme qu'il aime dans cette quête éperdue du Graal? Hein, oui, c'est un roman. Hein, voilà. Donc j'ai sélectionné des passages pour vous. Donc page 460, je suis allé assez loin, hein, 476, se situer dans le temps. 476. 476. Alors, au XIIIe siècle, c'est une note hein, de Jean Daillon, au XIIIe siècle, le château de Puyvert surplombait bien un immense lac. Pendant des années, la communauté de Montségur vécut à l'abri, délaissée même par la croisade de Simon de Montfort. Mais en 1241, les Toulousains, ayant été rattachés à la couronne de France, Louis IX exigea du comte de Toulouse de saisir la place hérétique. Celui-ci fit un siège peu convaincant avant de l'abandonner. Devant ce manque de zèle, le sénéchal de Carcassonne prit la tête d'une armée en mai 1243 et entreprit un siège en règle qui dura plusieurs mois. Au printemps 1244, Pierre Roger de Mirepoix, qui commandait la place, négocia sa reddition en demandant la vie sauve pour les occupants. On dit qu'auparavant, 4 parfaits avaient réussi à quitter le rocher pour emmener les secrets de l'église cathare. Le 16 mars à l'aube, ce fut l'ultime assaut. Les parfaits eurent à choisir entre le bûcher et l'abjuration. Sur les 500 habitants de Montségur, 207 choisirent le bûcher. En 1245, le nouveau seigneur de Mirepoix reconstruisit la place forte, celle qui existe encore, qu'on peut visiter. Hein. Voilà. Donc, page 122, l'Endura, dont on a déjà parlé hein, dans le livre Montaillou, village occitan. Alors, 122. 122. 122. 122. C'est à la veille de la Saint-Martin, hein, le 10 novembre, qu'elle put se lever, sortir de sa chambre et faire quelques pas dans la cour, appuyée sur un bras de Guilhem qui ne la quittait pas. À partir de ce jour, Amicie reprit rapidement des forces, et en quelques semaines, elle retrouva sa beauté et son énergie. C'était sa femme. Seulement, elle avait changé. Elle avait vu la mort de près, et après les discussions qu'elle avait eues avec Ponce et Corona, elle avait persuadé de n'être encore de ce monde que par la grâce du Saint-Esprit. Ayant le choix entre retomber dans le péché, pratiquer l'endura ou rester parfaite, elle décida de rester parfaite. Guilhem
avait beau lui répéter que seuls les soins reçus et la volonté de rester vivante l'avaient sauvée, elle demeurait dans ses certitudes. Elle acceptait pourtant sa présence près d'elle avec un plaisir évident, sans se douter que s'il restait si souvent à ses côtés, c'était moins pour la convaincre de renoncer à ses vœux que parce qu'il craignait une nouvelle entreprise de celui qui avait voulu la tuer. Jamais ils n'avaient été si proches, sauf la nuit, où elle restait dans sa chambre avec Hermesinde. Leur ancien lien charnel s'était transformé pour elle, tout au moins, en une fraternité d'âme. Comprenant qu'elle ne reviendrait pas sur ses engagements, Guilhem se décida à envoyer un messager à Raymond de Saint-Gilles. Il écrivit une brève missive que Bartholoméo apporta. Son ancien écuyer, accompagné de Jehanne le Flamand, était aussi chargé de raconter au comte l'attaque des Frelons et la conversion d'Émissy de Villemur. Bartholoméo revint quelques jours plus tard avec une lettre de Raymond très différente dans son ton de la précédente. Raymond, comte de Toulouse, à Guilhem d'Ussel, seigneur de Lamaguère, salut. Mon cœur est affligé de ce que je viens d'apprendre. Si je bénis le Seigneur pour vous avoir gardé dame Amicie de Villemur, je désapprouve le choix qu'elle a fait. J'espère que Dieu, par sa grâce, lui donnera l'inspiration qui la fera revenir dans notre Église. Je rencontrerai ses frères et j'enverrai un messager à son beau-frère et à mon cousin, le comte de Foix. Sois sûr, noble Guilhem, que je ferai tout pour faire triompher le bon et juste droit de dame Amicie. Qu'elle reste jusque-là sous ta bonne garde. J'espère que notre Seigneur nous donnera matière pour pouvoir t'écrire bientôt de bonnes nouvelles. Sois certain, noble Guilhem, que je serai toujours là pour te protéger, soit par mes paroles, soit par mes actions. Dieu te conserve pendant longtemps, mon Seigneur et mon ami, comme il l'a déjà fait. Voilà, donc un joli passage. Ensuite, page 174, le Consolamentum, qu'on a déjà vu en livre d'histoire. Le Consolamentum, en latin. Dans la consolation, quoi. Dans la salle, chacun prit la place que lui indiqua le maître d'hôtel en fonction de son rang ou de son titre. Les simples spectateurs, comme les moines ou les clercs, restèrent debout près de l'entrée. Sur une estrade construite pour l'occasion, trônait Esclarmonde dans un splendide vêtement de soie. À côté d'elle, mais tout de même un peu plus bas, était assis Amicie. Hermesinde n'était pas là, toujours clouée au lit par son catarrhe qui la faisait tousser. Les personnes les plus éminentes étaient sur des bancs à accoudoirs, les autres sur des bancs de planches. Un serviteur disposa des prix sur une table devant Esclarmonde. Une couronne d'argent, une dague ciselée, un baudrier de soie, une corde pleine de deniers. Quand tout le monde fut installé, la reine de la cour fit sonner la trompe et se leva pour remercier ceux qui étaient venus. Puis elle présenta dame Amicie comme la co-seigneur de Saverdun, lui demanda de bénir l'assistance. Chacun savait qu'elle avait reçu le consolamentum, avant de proposer un sujet que les troubadours traiteraient. Amicie se leva à son tour. « Que le Seigneur vous bénisse, bon chrétien, dit-elle d'un ton solennel. » En l'entendant, les 3 moines cisterciens saisirent qui leur chapelet, et se mirent à prier à voix basse, suppliant le Seigneur de punir la blasphématrice. « Gentes dames, noble Seigneur et révérend prélat, voici le sujet que j'ai choisi. Comment savoir si l'on est aimé ?» lança ensuite Amicie d'une voix plus enjouée. Comme quelques murmures se faisaient entendre, Esclarmonde prit la parole. « J'ai prié le Saint-Esprit de vous donner beaucoup d'esprit. Mais si l'esprit ne vous est pas venu, considérez le prix comme perdu. » Voilà.
Donc on est en plein troubadour, et puis monde cathare, consolamentum, etc. Donc page 468, donc il a introduit une autre notion, c'est le Graal. Alors bon, à tort ou à raison, enfin, c'est de la romance, quoi. Hein. 468. À fois, il prit chambre dans une auberge, où ils laissèrent Sanceline, son père, et Alaric. Guilhem et Wolfram furent ensuite reçus par Esclarmonde, à qui ils racontèrent leurs aventures, ne cachant rien de l'émeraude de Lucifer, et oui, et révélant la complète vérité. Les deux hommes avaient bien sûr demandé à la sœur du comte de Foix d'être seule avec elle pour ses confidences. Quand ils eurent terminé, elle resta longtemps bouleversée et silencieuse avant de poser de nombreuses questions sur la mort de Sanceline, sur son retour à la vie et sur la fin du comte Dracula. Ce que vous m'avez révélé est si étrange, si troublant que je ne sais que penser. Je veux parler à cette jeune femme. J'irai la chercher, noble comtesse, promis Guilhem. Pour l'instant, elle s'occupe de son père. Cet homme est parfait, m'avez-vous dit. Comment interprète-t-il ce qui s'est passé? Il est comme nous, noble comtesse, face à des mystères que nous ne comprenons pas. Je me souviens de l'évêque Nicétas, dit-elle. Il m'avait beaucoup impressionné par sa science et sa sagesse. Ainsi, il était venu ici pour être conduit à Montségur et découvrir l'émeraude. Le Graal de Chrétien de Troyes, celui de Perceval. Oui, il est descendu dans le gouffre. Il a vu la pierre et l'a laissée. Sans doute connaissait-il ses pouvoirs maléfiques. Et la pierre de Lucifer, ce que vous venez de me révéler, correspond à ce qu'on sait sur Alaric. Si c'est bien lui qui l'a prise à Rome, comme nous l'a affirmé le comte Dracula, le roi des Goths est mort quelques semaines après avoir quitté Rome. Savez-vous que l'on ignore pourquoi il a disparu si jeune? Sans doute gardait-il la pierre près de lui et elle l'a tué. Mais alors, pourquoi a-t-il sauvé Dame Sanceline et ne nous a-t-elle rien fait, Seigneur Guilhem? Le Graal distingue les bons et les méchants, noble comtesse. Personne ne peut aspirer à sa possession, à moins d'y être prédestiné par le ciel, répondit Wolfram. Voilà. Donc ça c'est pour vous lire les passages donc, de Montségur 1201, et on va également lire les passages de Béziers 1209. Alors, le Béziers 1209, Guilhem d'Ussel a laissé son fief de la Maguère sous tutelle pour venir s'installer à Paris. Devenu prévôt de l'hôtel de Philippe Auguste, il est chargé de découvrir les meurtriers d'une prostituée égorgée dans l'église Saint-Gervais. Mais qui tente de l'éloigner du roi alors que le pape innocent exerce une pression de plus en plus forte sur le royaume afin que ses barons se rassemblent dans une croisade contre les hérétiques albigeois. Guilhem parviendra-t-il à identifier ses ennemis et à préserver la Maguère? Entre fidèle amitié, trahison de piège et coup du sort, il traversera la France pour élucider un mystère plus obscur qu'il n'y paraît. Voilà, donc c'est de Jean Vaillon, né en 1948, docteur d'État en sciences économiques, Grand Prix littéraire de Provence. Jean Vaillon vit à Aix-en-Provence et écrit des romans policiers autour de l'histoire de France et auteur de séries à succès telles que La guerre des Trois Henri et les enquêtes de Louis Fronsac. Ça, donc, c'est les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. Donc, il y en a plein, hein, je ne sais pas, une douzaine. Donc, la page 186, Philippe Auguste. 186. En avant, chevalier du Christ, en avant. La barque de l'Église est exposée à un naufrage total dans la tempête de l'hérésie si vous ne lui apportez pas un puissant secours. Dans sa chambre du donjon de Vincennes, frère Guérin traduisait du latin la lettre que le Saint-Père venait de faire parvenir au roi de France. Sur sa chair impassible et comme absent, Philippe Auguste écoutait.
qu'il soit permis à tout catholique, sous réserve des droits du seigneur principal, d'occuper et de garder la terre de l'hérétique et de celui qui la protège, afin que le nouveau possesseur la purifie. Le glaive que vous avez reçu pour le châtiment des méchants, joignez-le à notre glaive, afin que nous punissions ces malfaisants. Frère Guérin termina la lecture de la missive et attendit. Le roi ne souhaitait pas répondre sur le coup de la colère qu'il étouffait et qu'il dissimulait mal. Au bout d'un moment, pourtant, il déclara: Frère Guérin, préparez pour notre Saint-Père une lettre en ce sens. Vous lui direz que j'ai moi aussi moult reproches envers Raymond de Toulouse et vous les énumérerez. Vous assurerez que nous souhaitons cette juste croisade. Cependant, vous lui déclarerez qu'après avoir consulté des juristes éminents, il apparaît impossible de laisser des terres à ceux qui s'en empareraient tant que le comte Raymond n'aura pas été condamné comme hérétique. Et surtout, tant que je ne l'aurai pas décidé, car c'est de moi que ces terres sont tenues. Comme il faisait une pause, frère Guérin objecta. Raymond a été excommunié, sire. Je n'en ai pas été averti formellement. Innocent III doit respecter les formes avec le roi de France, répliqua sèchement Philippe. Il ajouta, mais en signe de ma bonne foi, vous préciserez que si un légat de Sa Majesté vient demander de combattre l'hérésie devant le Parlement de mes feudataires, et que cette assemblée l'accepte, j'autoriserai ceux qui le souhaitent à prendre la croix contre les Cathares et leurs protecteurs. Mais s'ils ne peuvent s'emparer des terres de Raymond, ils n'accepteront jamais. De plus, vos barons ne s'engageront que s'ils reçoivent les sommes nécessaires à l'équipement de leurs gens. À Innocent III d'y pourvoir. Frère Guérin n'insista pas. Il savait que la réponse qu'il allait faire provoquerait un nouveau délai. Parlons maintenant de Guilhem d'Ussel. Où en êtes-vous? Voilà. Donc, ensuite, le roman se poursuit. Donc, page 300... J'écris mal, moi. 395 ou 335? Villeneuve, on va aller voir. 395. Oui, c'est 395. C'est pas pratique d'écrire comme un cochon. Alors, Villeneuve. Villeneuve, c'est bien ça, hein? D'accord. Guilhem et ses gens étaient arrivés à Villeneuve quelques jours avant la cour. Le chevalier n'avait pas revu le roi depuis son entretien et seul frère Guérin l'avait rencontré avant son départ pour lui annoncer n'avoir aucune réponse du comte de Nevers, mais l'assurer qu'il le rencontrerait au château des Salles, la forteresse de Villeneuve. Ce silence contrariait fort Ussel. Il sentait que le Parlement déciderait de la croisade contre les Albigeois. Déjà depuis toute la chrétienté des troupes de Fredin se dirigeait vers la Bourgogne, truands et ribauds, chevaliers sans terre et aventuriers de tout poil, escomptaient trouver fortune en pillant les riches terres du Languedoc et du Toulousain, et en rançonnant. Et s'ils ne gagnaient rien, il leur resterait les violences sur les habitants et surtout les femmes, brutalité autorisée par l'Église et le Saint-Père. Curés et moines fanatiques n'étaient pas en reste, voyageant par petits groupes, persuadés qu'ils obtiendraient le salut dans leurs âmes en brûlant des hérétiques. Il était temps pour Guilhem de partir, de rejoindre la Maguère, de s'occuper des siens, mais il ne pouvait quitter la cour tant que Bouchard et Crasbec n'étaient pas pris et jugés. Villeneuve, Villa Nova Regis, avait été bâtie par Louis VII, le père de Philippe Auguste, afin de protéger le domaine royal face au comté de Champagne. Philippe y avait construit une grosse tour, pas encore terminée, donjon du château de son père contigu aux murailles de la ville. Cet édifice était appelé le château des Salles à cause des grandes chambres en bois dont la plus vaste pouvait abriter le parlement des barons. Les premiers feudataires commençaient à arriver avec escorte et suite. Des dizaines d'hommes
qui habiterait en ville dans les plus belles maisons dont on avait fait partir les habitants. Ussel allait les saluer et veiller à ce que n'éclate aucune altercation. La plupart des barons affichaient leur suffisance et les querelles de préséance se manifestaient pour un rien. Bon, finalement, la séance du Parlement s'ouvrit le 1er mai, comme prévu, sans incident grave. En robe fleur de lycée, tenant la main de justice, le roi trônait son fils près de lui. Sur des gradins de bois recouverts d'épais coussins se trouvaient les feudataires du royaume, les plus puissants assis au plus près de la chaire royale. On n'apercevait nulle part les boiseries de la dalle, tant les murs accueillaient d'oriflammes et de bannières. De part et d'autre de Philippe Auguste se trouvait son oncle et l'évêque de Beauvais, avec son frère le comte de Dreux. En face, c'était la comtesse de Champagne, Blanche de Navarre. Philippe était tuteur de son fils, et le duc Eudes de Bourgogne, à côté de Guillaume, évêque de Nevers. On voyait également l'archevêque de Reims, l'abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury, et le légat apostolique Milon, secrétaire d'Innocent III. Plus loin, Hervé de Donzy, comte de Nevers, faisait face à son beau-père, Pierre de Courtenay. Voilà, on se croirait un petit peu dans les rois maudits, hein, c'est la même mise en place, quoi. Voilà, ensuite, page 475, la fuite. 475. Donc c'est bien écrit, je trouve, hein, c'est agréable à lire. Quasiment tous les livres de Jean Daillon. J'ai oublié son nom, Jean Daillon. Affamé, épuisé, le petit groupe de fuyards pénétra dans Lectoure, par la porte Ontelli, le 23 juin, alors que sonnaient les vêpres. Guilhem laissa Fabrissa et Mébilla sous la garde de Géante, à l'auberge de la maison d'Élie, qui se situait dans les lices du rempart, et chargea Père et Ferrand de trouver des chevaux. Accompagné de Grégorio, lui-même se rendit au château du comte Géraud d'Armagnac, l'un des deux suzerains du fief de la Maguère. Géraud, à l'image de Raymond de Toulouse, avait longtemps défendu les bons hommes de ce comté, mais avec l'arrivée des croisés, sans doute se montrerait-il plus sévère envers eux. Pourtant, Guilhem savait qu'il l'aiderait. Seulement le comte n'était pas là. Avec une troupe de chevaliers, il faisait le tour de ses vassaux afin de s'assurer de leur fidélité. Guilhem fut donc reçu par le bail, l'intendant, qu'il avait déjà rencontré à plusieurs reprises. Pierre Fiolet, cousin germain de Géraud, était tout à la fois l'intendant du château, le prévôt de Lectoure et plus généralement le chancelier du comté. Il fut stupéfait de découvrir Ussel vêtu comme un croquant, même si le chevalier portait la magnifique épée que le comte de Foix lui avait offerte. Quant à son visiteur, d'où sortait-il avec cette féture de cerf en fuite? Que vous arrive-t-il, messire d'Ussel? Ils se trouvaient tous trois dans la chambre du bail, qui avait fait sortir les domestiques dès qu'il avait été avisé de la visite du vassal. Guilhem tendit la lettre royale qui ne l'avait pas quitté. À Quesseneuil, Fabrissa lui avait fabriqué une pochette de toile résineuse où la ranger. Celle-ci était elle-même protégée par un sachet de cuir roulé qu'il portait au cou. Je poursuis une troupe de marauds qui se disent croisés et veulent s'en prendre à la Maguère. À cette heure, ils s'y trouvent peut-être, dit-il sombrement. Rassurez-vous, je n'ai rien appris d'inquiétant concernant votre fief, mais votre quête n'explique pas vos oripeaux. Je viens de Casseneuil à pied. Dieu Tout-Puissant, que faisiez-vous là-bas? Des assiégeants vous ont laissé sortir? J'y suis arrivé, voici une dizaine de jours. On m'y avait signalé des Fredins, mais c'était une erreur. Et quand j'ai voulu partir, l'archevêque de Bordeaux avait mis le siège. Ensuite est arrivé le comte d'Auvergne. Je suis parvenu à fuir avec mes compagnons, mais nous avons dû tout abandonner. Chevaux, harnois, bagages. Voilà 5 jours maintenant. Voilà, bon, c'est une romance autour de l'invasion, quoi.
Ensuite, page 562, ville prise. 562. D'où le nom de Béziers. Hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors c'est une phrase qui n'a peut-être pas été prononcée, mais c'est un peu dans le... ou différemment, mais c'est un peu dans l'esprit, quoi. Hein. Ils ont tué tout le monde. Hein. Devant la maison consulaire s'étiraient des ruisseaux de sang. Le nombre de cadavres jonchant le sol était tel qu'on était obligé de les piétiner pour avancer. Partout, ribauds et ribaudes dépouillaient avidement les morts, les laissant nus. Beaucoup riaient, d'autres se disputaient pour une bague, un collier, une ceinture. Parfois, des coups fusaient où le sang coulait. Tous les pillards étaient ensanglantés. Dans un décor navré et dénudé, Guilhem reconnut le consul en robe rouge. Un grand mazel, une grande boucherie en Languedoc, murmura père, une grande mazel, qui se détourna pour vomir. Au loin, de noires fumées signalaient que le quartier de l'évêché brûlait, à moins que ce ne fût le second quartier juif. Une foule incroyable de gens, sans aveu, occupait les rues. Impossible de gagner la maison du moulin. Guilhem montra la direction de la basilique. Peut-être pouvait-il encore sauver Berthaud et sortir par la porte de la Madeleine. Crions comme eux, fit-il. Présentant d'abord avec quelques vagabonds qui retiraient son aubert à un chevalier tué d'un coup d'épieu, ils traversèrent la place en hurlant « Mortail, mort aux hérétiques !» Avec leurs casques marqués de la Sainte Croix et leurs brognes sanglantes, les Frodins crurent à des compères. Comment auraient-ils pu imaginer qu'il s'agissait de gens de Toulouse, alors qu'ils ne rencontraient plus aucune résistance? Dans la rue conduisant à l'église Sainte-Madeleine, c'était un Gascon qu'on avait cloué sur une porte et qu'on écorchait. Ces hurlements dominaient tous les cris. Père ne pouvait s'empêcher de trembler, et Guilhem dut le soutenir pour avancer. Ils arrivèrent à la basilique, dont une marée humaine couvrait le parvis. Là, le massacre se poursuivait. Des femmes et des enfants étaient battus à mort, des hommes torturés, des clercs et des religieux égorgés. On jetait les corps par les fenêtres. L'église paraissait pleine de réfugiés, car un lugubre brouhaha, mélange de chants, de pleurs et de supplications parvenait depuis les vitraux brisés. Mais les truands avaient fermé et barricadé la porte principale, empêchant toute sortie. D'autres apportaient des fagots, des poutres de bois et de la paille afin de dresser des bûchers tout autour du bâtiment en hurlant qu'il fallait purifier l'église. Voilà, un carnage comme l'histoire n'a connu tant. Voilà, donc c'est des livres agréables à lire, hein, ceux de Jean Daillon. Et donc je vous invite à les lire. Donc on a fait donc cette évocation des cathares. J'y reviendrai peut-être hein, dans quelques temps, parce qu'il y a d'autres livres, hein, bien sûr, hein, autour du catharisme. Il y a notamment les livres de Michel Recobert. Il y en a 6 tomes. Donc c'est l'épopée cathare. Donc on peut revoir ça sur un autre angle, quoi. On verra plus tard. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis là, à dans 15 jours. À très bientôt.